C'était notre soirée de célébration pour nos 15 ans de mariage. Il a pris le microphone, levé sa coupe et dit devant tout le monde « à l'amour de ma vie qui se croit une fée », mais ressemble plutôt à un hippopotame de la jungle. Tout le monde a ri. J'ai pris mon sac et je suis sortie en silence. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour le Canada. Ce qui s'est passé durant les 5 jours suivants a laissé Paris sous le choc. Bonjour, je suis Delphine et vous écoutez une histoire qui va vous laisser sans voix du début à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Laissez un like et commentez d'où vous nous écoutez. Et maintenant, suivez-moi. J'avais 54 ans quand j'ai enfin compris ce que signifie prendre une décision sans retour. Ce n'était pas dans un moment de colère incontrôlée. Ce n'était pas dans un effondrement de larmes au fond d'une salle de bain. C'était dans un moment de silence absolu, à l'intérieur de ma voiture garée rue Espontini, moteur éteint, les yeux fixés sur le pare-brise sombre, avec l'écho des rires qui résonnaient encore dans ma tête, comme une cloche qu'on ne peut plus arrêter. Je ne pleurais pas de douleur, je pleurais de clarté. Et il existe une différence immense entre ces deux choses, une différence que seules les personnes qui ont vraiment touché le fond connaissent. Ce soir-là, Édouard avait tout organisé. Le salon privé au cœur du 16e arrondissement, les lustres en cristal, les roses blanches sur les tables, le champagne glacé, les 50 invités, la famille des deux côtés, des amis communs, des collègues que je fréquentais depuis des années. Il avait tout organisé sans me demander mon avis. Quand je lui avais dit que je ne voulais pas cette fête, que je ne me sentais pas bien, que nous n'allions pas bien, il m'avait regardé avec ce sourire que je connaissais par cœur, ce sourire qui précédait toujours une phrase que je n'avais pas envie d'entendre. « Delphine, tu transformes tout en tragédie. C'est une fête, pas un enterrement. Habille-toi et sois reconnaissante. » Et j'y suis allée, parce que c'est ce que je faisais depuis 15 ans. J'obéissais, je souriais, je gardais le silence. À l'intérieur du salon, la lumière était chaude, les conversations animées, le champagne coulait. Tout semblait parfait de l'extérieur. Et c'est exactement là le problème avec certaines vies. Elles sont parfaites de l'extérieur pendant que quelque chose meurt à l'intérieur. Je me tenais dans un coin, ma coupe à la main sans boire, observant les gens rire, danser, s'embrasser. Ma sœur Lucie était là, de l'autre côté de la salle. Elle m'a regardé une fois, juste une fois. Et dans ce regard, il y avait tout ce qu'on ne pouvait pas se dire à voix haute dans cet endroit. Elle savait. Elle savait depuis longtemps. Édouard circulait dans la salle comme s'il était le centre de l'univers. Et pour ces gens-là, ce soir-là, il l'était. Charmant, élégant, la main sur l'épaule de chacun, le rire facile. C'est ça le plus cruel avec certains hommes. Ils gardent leur meilleur visage pour le monde entier et leur pire pour la femme qui rentre à la maison avec eux. À un moment, il s'est approché de moi par derrière, a posé sa main sur mon épaule et a souri aux gens devant nous en disant à voix basse, sans bouger les lèvres, « Arrête de faire cette tête. Tu ressembles à une femme à l'enterrement de son mari. Ce serait drôle si c'était vrai. » Et il est reparti en riant avec quelqu'un d'autre. J'ai serré ma coupe un peu plus fort. Plus tard dans la soirée, alors que je cherchais à m'éclipser discrètement vers les toilettes, il m'a intercepté dans le couloir, loin des regards. « Tu penses à partir ?» Sa voix était basse, presque douce, mais ses yeux ne l'étaient pas. « Si tu pars, je te promets que demain matin tu regretteras. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Édouard, je t'en supplie, ne fais rien ce soir. » Il a souri. Ce sourire-là, je le connaissais aussi. C'était celui qui précédait toujours le pire. Il a attendu le moment où la salle était au maximum de son animation. Il a demandé le microphone. Les lumières se sont légèrement atténuées. Tout le monde s'est tourné vers lui. Et moi, debout au milieu de ces 50 personnes, j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Une intuition, un pressentiment, cette certitude froide que ce qui allait suivre allait changer quelque chose pour toujours. « Je voudrais porter un toast », a-t-il dit, la voix chaude, le sourire déployé. « À l'amour de ma vie, Delphine, qui se croit une fée, rire, mais qui ressemble plutôt à un hippopotame de la jungle, rire plus fort. Je dis ça avec amour, bien sûr, parce que je l'aime énormément. Applaudissements. Quelqu'un a crié « Bravo !» Et moi, j'étais là,
au centre de tout, souriant sur ma photo de profil de femme humiliée, entourée de 50 personnes qui riaient, sans comprendre qu'elles venaient d'assister à quelque chose d'irréparable. J'ai posé ma coupe sur la table la plus proche. J'ai pris mon sac, et je suis sortie. Pas en courant, pas en pleurant, en marchant, lentement, la tête haute, un pas après l'autre. Derrière moi, j'ai entendu sa voix au microphone. « Ne vous inquiétez pas. Elle est toujours dramatique comme ça. Demain, tout ira bien, comme toujours. » Nouveau rire. La porte s'est fermée, et Paris m'a accueillie dans son silence de nuit froide, indifférente et parfaite, exactement ce dont j'avais besoin. Dans la voiture, j'ai regardé mon téléphone. Ces messages arrivaient déjà. « Tu es ridicule. » Puis, « Rappelle-moi quand tu arrives. » Puis, « Delphine, réponds. » Je l'ai éteint. J'ai regardé mes mains sur le volant. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas eu peur. J'ai juste pensé, c'est maintenant. Le plan que j'avais préparé en secret depuis 18 jours, méthodique, froid, précis, venait de recevoir son signal de départ. Ce soir n'était pas une fin, c'était le début de quelque chose qu'il n'avait pas vu venir, et qu'il ne pourrait jamais arrêter. Dans la voiture, le silence était épais comme du velours. Les rues de Paris défilaient derrière les vitres, les lampadaires dorés du 16e arrondissement, les façades haussmanniennes impeccables, les trottoirs humides sous une bruine fine et froide. Paris ne dormait jamais vraiment. Mais cette nuit-là, la ville semblait tenir sa respiration avec moi. Je conduisais sans musique, sans radio, sans rien. Juste le bruit du moteur et les pensées qui s'organisaient dans ma tête avec une précision que je ne m'étais jamais connue. Pas de panique, pas de tremblement. Juste une clarté absolue, presque chirurgicale, qui m'indiquait chaque étape, chaque geste, chaque décision à prendre dans les heures suivantes. Je ne suis pas rentrée à l'appartement. Je ne pouvais pas. Pas encore. J'avais besoin de Lucie avant toute chose. Ma sœur habitait dans le 11e arrondissement, un appartement au 3e étage d'un immeuble ancien, rue de la Roquette, avec un parquet qui craquait à chaque pas et des fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure silencieuse. C'est là que j'allais depuis l'enfance, quand le monde devenait trop lourd. C'est là que j'avais pleuré la première fois qu'Édouard m'avait humiliée en public, des années auparavant, lors d'un dîner chez ses parents. C'est là que j'avais juré, pour la première fois, que je partirais un jour. Et c'est là que j'arrivais maintenant, non pas pour pleurer, mais pour agir. Lucie a ouvert la porte avant même que je frappe. Elle m'attendait. Elle avait quitté la fête peu après moi, sans un mot à personne. Quand elle m'a vue sur le palier, elle n'a pas dit « ça va ?» Elle n'a pas dit « je suis désolée ?» Elle n'a pas dit toutes ces choses inutiles que les gens disent quand ils ne savent pas quoi dire. Elle a juste ouvert la porte en grand et s'est écartée pour me laisser entrer. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui comprenait sans que j'aie à expliquer. Dans la cuisine, elle a préparé du café sans me demander si j'en voulais. Je me suis assise à la table, j'ai posé mon sac par terre, et j'ai regardé mes mains pendant quelques secondes. Puis, j'ai levé les yeux vers elle, et j'ai dit « Lucie, c'est ce soir. Le plan démarre demain matin. » Elle a posé les 2 tasses sur la table, s'est assise en face de moi et m'a regardé avec ses yeux qui ne mentaient jamais. « Tu es absolument certaine ?» J'ai répondu sans hésiter. « Absolument. » Elle a fermé les yeux 1 seconde, les a rouverts et a hoché la tête lentement. Alors on vérifie tout. Nous avons passé 2 heures à la table de cette cuisine à revoir chaque détail du plan. Lucie avait été ma complice depuis le début. Elle seule savait ce que je préparais depuis 18 jours. Elle seule avait accès aux fichiers, aux documents, aux vidéos que j'avais soigneusement conservées pendant des années sans jamais lui dire pourquoi je les gardais. Parce que je savais. Au fond de moi, depuis longtemps, je savais que ce moment viendrait. Et quand il viendrait, je voulais être prête. Pas en colère, pas désespérée, prête. À 4 heures du matin, tout était confirmé. Mon vol décollait à 6h15 de Charles de Gaulle. Mes 2 valises, préparées depuis 1 semaine, cachées dans un box de stockage que j'avais loué discrètement à Vincennes, seraient récupérées par Lucie et apportées à l'aéroport.
Je n'avais qu'une chose à faire avant de partir. Rentrer à l'appartement, déposer le billet et ressortir sans me retourner. Lucie m'a accompagnée jusqu'à la porte, m'a pris les mains dans les siennes et m'a dit, la voix légèrement brisée, « Tu mérites tellement mieux que ça. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré ses mains et je suis repartie dans la nuit. L'appartement était silencieux quand je suis entrée. Édouard n'était pas encore rentré. Je n'ai pas allumé les lumières. Je connaissais chaque centimètre de cet endroit dans l'obscurité. 15 ans passés entre ces murs avaient gravé chaque angle, chaque coin, chaque silence dans ma mémoire. J'ai traversé le couloir, je suis passée devant le salon, devant le bureau où il passait ses soirées à faire semblant de travailler, et je me suis arrêtée devant la chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai poussé doucement. Le lit était vide, défait de mon côté. J'ai avancé jusqu'à la table de chevet et j'ai posé l'enveloppe blanche sur l'oreiller, celle que j'avais préparée 3 jours auparavant, fermée, sans nom écrit dessus. À l'intérieur, un billet manuscrit. 3 lignes seulement, écrites de ma main la plus calme. Rendez-vous dans 5 jours. Profite du silence pendant qu'il dure. L'hippopotame a appris à voler. Je suis restée immobile devant ce lit pendant peut-être 10 secondes. J'ai regardé l'oreiller, l'enveloppe blanche dessus, la chambre autour. Cette chambre où j'avais tant de fois retenu mes larmes, ravalé mes mots, plié ma dignité en 4 pour la ranger dans un tiroir. Et pour la dernière fois, j'ai laissé mes yeux parcourir cet endroit. Pas avec nostalgie, pas avec regret. Avec la conscience froide et définitive de quelqu'un qui referme un chapitre qu'il ne rouvrira plus jamais. Je suis sortie. La porte de l'appartement a cliqué derrière moi avec le son le plus doux et le plus définitif que j'ai jamais entendu. Dans le couloir de l'immeuble, j'ai attendu l'ascenseur. Je suis descendue, j'ai traversé le hall, j'ai poussé la porte vitrée et je suis sortie dans le froid de Paris à 4h30 du matin. Le ciel était encore noir. Les rues étaient désertes. Quelque part au loin, un taxi passait sur les pavés mouillés. Et moi, j'ai marché vers ma voiture avec la certitude absolue que la femme qui venait de franchir cette porte n'était plus la même que celle qui y était entrée 15 ans auparavant. Édouard ne le savait pas encore, mais il allait comprendre. Dans exactement 5 jours, à 20h, dans le même salon où il avait ri de moi devant tout le monde, il allait comprendre exactement ce que signifie le silence d'une femme qui a tout supporté. L'aéroport Charles de Gaulle à 5h du matin a quelque chose d'étrange et de particulier. Les halls sont à moitié vides, les lumières trop blanches, les voix étouffées par l'immensité des espaces. Les gens qui voyagent à cette heure-là ont tous l'air de porter quelque chose de lourd, une fatigue, un secret, une décision. Ce matin-là, j'étais l'une d'eux. Lucie m'attendait au terminal avec mes 2 valises, les yeux légèrement rougis, mais la posture droite, ferme, comme elle l'avait toujours été dans les moments qui comptaient vraiment. Nous nous sommes regardés sans parler pendant quelques secondes, puis elle a dit, très bas, « Tout est en ordre, les fichiers sont prêts, les accès sont confirmés, tu n'as plus qu'à monter dans cet avion. » J'ai hoché la tête, je l'ai serré dans mes bras, une dernière fois, fort, longtemps. Et je me suis dirigée vers l'enregistrement sans me retourner. Dans l'avion, j'ai choisi un siège côté hublot. J'avais besoin de voir Paris disparaître sous les nuages. Besoin de ce moment précis où la ville se rétrécit, se transforme en carte, puis en rien. Quand l'appareil a décollé et que les lumières de Paris se sont éloignées dans l'obscurité du petit matin, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément pour la première fois depuis des années. Pas de manière dramatique. Juste. Profondément. Comme quelqu'un qui vient de poser un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Le plan était en marche. Irréversible. Et pendant que l'avion traversait les nuages au-dessus de la France endormie, à Paris, Édouard rentrait chez lui sans se douter de rien. Il était rentré tard, comme toujours après ces soirées où il était le centre de l'attention. Il avait dormi sans chercher à savoir si j'étais là. Ce n'est qu'au matin, quand la lumière a filtré à travers les rideaux épais de la chambre, qu'il a ouvert les yeux et tendu la main vers mon côté du lit. Vide. Il s'est redressé lentement à regarder autour de lui. La chambre était silencieuse. Il a vu l'enveloppe sur l'oreiller. Il l'a prise,
l'a ouverte avec cette nonchalance caractéristique, ces gestes lents de quelqu'un qui ne s'attend à rien de sérieux. Il a lu les 3 lignes, et il a ri. Un rire bref, un peu agacé, le genre de rire qu'il réservait à ce qu'il appelait « mes caprices de petite fille ». Il a posé le billet sur la table de chevet, a pris son téléphone et a composé mon numéro. Messagerie. Il a laissé un message. « Delphine, quand tu auras fini ton cinéma, rappelle-moi. J'ai faim et je ne sais pas où tu as mis le café. » Il a raccroché, et il est allé sous la douche en sifflotant. C'est ça qui me faisait le plus mal. Pas la cruauté, pas les humiliations publiques, pas même les trahisons que j'avais découvertes plus tard. C'était cette indifférence totale, cette certitude absolue qu'il avait que je reviendrais toujours, que je n'étais pas capable de partir vraiment, que j'étais trop attachée, trop faible, trop habituée à lui pour oser construire quelque chose sans lui. Pendant 15 ans, il avait eu raison. Je revenais toujours. Mais cette fois, j'étais à 30 000 pieds d'altitude au-dessus de l'Atlantique. Et je n'avais aucune intention de revenir. Chers auditeurs, une petite pause. Si vous écoutez cette histoire et qu'elle vous touche, abonnez-vous maintenant et laissez un like. Ça m'aide énormément. Merci, et on continue. À Montréal, Lucie avait tout préparé à distance. Un appartement loué sous un nom neutre, dans le quartier du Plateau Mont-Royal, un endroit calme, avec des érables devant les fenêtres et une boulangerie au coin de la rue qui sentait le pain chaud dès 7 heures du matin. C'est là que je me suis installée à mon arrivée, après 12 heures de vol et 1 heure de taxi depuis l'aéroport Trudeau. Je n'ai pas défait mes valises immédiatement. Je me suis assise sur le canapé, j'ai regardé le plafond et j'ai laissé le silence de ce nouvel endroit m'envelopper complètement. Un silence différent, un silence qui m'appartenait. Le premier jour, j'ai vérifié chaque élément du plan une dernière fois depuis mon ordinateur. Les fichiers étaient en ordre. Les vidéos, celles que j'avais compilées au fil des années, avec une patience que même moi je trouvais remarquable, étaient encodées, classées, prêtes à être envoyées au moment précis prévu. Les documents financiers étaient entre les mains de mon avocat, Maître Vernet, qui attendait mes instructions. Les accès bancaires avaient déjà été modifiés la veille de mon départ. Et la réservation du salon, le même salon du 16e arrondissement, était confirmée pour le 5e jour, à 20 heures, au nom de Delphine Aubert, payée intégralement, irréversible. Ce que personne ne savait, pas même Lucie dans ses moindres détails, c'est que les vidéos que j'allais envoyer n'étaient pas simplement des images d'humiliation ordinaires. J'avais passé des semaines à compiler, à trier, à sélectionner, parce que pendant 15 ans, sans qu'il le sache, j'avais tout gardé. Chaque dîner filmé par inadvertance sur un téléphone oublié allumé. Chaque réunion de famille où sa voix avait été captée par une caméra de surveillance. Chaque conversation enregistrée par accident qui révélait ce qu'il était vraiment quand personne ne regardait. Je n'avais pas fait ça par calcul dès le début. Je l'avais fait par instinct de survie. Parce qu'une partie de moi savait, depuis longtemps, que le jour viendrait où j'aurais besoin de preuves. Pas pour me venger, pour être cru. Le soir du premier jour à Montréal, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé une dernière fois la liste des destinataires. 53 adresses électroniques, famille, amis, collègues. Et j'ai programmé l'envoi du premier email pour le lendemain matin à 8 heures précises. Heure de Paris. Objet. Signal 1, parce que vous étiez là. Et dans cet email, une vidéo. La première d'une série qui allait, dans les jours suivants, démolir méthodiquement et définitivement l'image qu'Édouard avait construite pendant toutes ces années. J'ai fermé l'ordinateur, je suis allé à la fenêtre. Dehors, Montréal brillait doucement sous les lumières de la nuit. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie exactement là où je devais être. Le lendemain matin, à 8 heures précises, heure de Paris, 53 personnes ont reçu un email. L'expéditeur était inconnu, une adresse créée spécifiquement pour cette occasion, impossible à tracer, impossible à bloquer avant que le message soit lu. L'objet était simple, froid, précis. Signal 1, parce que vous étiez là. À l'intérieur, aucun texte, juste une vidéo, 2 minutes et 58 secondes. Et ces 2 minutes et 58 secondes allaient changer quelque chose d'irréversible dans la vie de chacune de ces 53 personnes. La vidéo commençait par une image floue,
granuleuse, celle d'une caméra de téléphone posée quelque part en hauteur dans un salon que beaucoup reconnaîtraient immédiatement, le salon de l'appartement du 8e arrondissement, un soir de réunion de famille. La date inscrite dans le coin inférieur droit remontait à plusieurs années. Sur l'image, on voyait une table dressée avec soin, des bougies allumées, des verres de vin. Autour de la table, la belle famille d'Édouard, quelques amis proches et moi, debout près de la cuisine, en train de servir les entrées avec ce sourire que j'avais appris à porter comme un masque. Édouard était assis en bout de table, détendu, une coupe à la main, parlant fort comme il le faisait toujours quand il avait un public. Et soudain, sans que personne ne lui ait rien demandé, il avait dit en riant « Ma femme a mis 2 heures à préparer ce dîner. C'est remarquable pour quelqu'un qui ne sait fondamentalement rien faire. » Rires autour de la table. Moi, de dos, continuant à servir sans répondre. Puis, il avait ajouté, plus bas mais parfaitement audible, « Heureusement qu'elle est riche parce que, pour le reste... » Rires encore. Et moi, toujours de dos, les épaules légèrement contractées, le seul signe visible que j'avais entendu. La vidéo ne s'arrêtait pas là. Elle enchaînait sur une autre scène, captée cette fois par la caméra de surveillance du couloir de notre immeuble. Une caméra dont Édouard ignorait qu'elle enregistrait également le son depuis qu'elle avait été remplacée par un modèle plus récent. On y voyait Édouard rentrer un soir, croiser notre voisine Madame Perrin dans le couloir et lui dire en souriant « Vous savez comment on appelle une femme qui parle sans arrêt et ne fait rien d'utile ? Ma femme. » Il avait ri. La voisine avait souri poliment, sans savoir quoi répondre. Moi, j'étais de l'autre côté de la porte, je n'avais pas entendu ce soir-là. Mais la caméra, elle, avait tout enregistré. La 3e scène était la plus difficile à regarder. Un dîner avec des collègues, dans un restaurant du 1er arrondissement. Édouard avait oublié que j'avais son téléphone dans mon sac ce soir-là. Il me l'avait demandé de tenir pendant qu'il allait aux toilettes, et en le posant sur la table, j'avais accidentellement déclenché l'enregistrement vocal. Quand il était revenu et avait repris place entre ses collègues, il avait dit, croyant que son téléphone était rangé, « Entre nous, ma femme a réussi en affaires uniquement parce qu'elle a eu de la chance au départ. Si c'était à refaire, elle serait femme de ménage. » Rire masculin autour de la table. « Mais je l'aime quand même, hein ? Elle me rapporte bien. » Nouveau rire. Et moi, assise en face de lui, je souriais sans savoir ce qu'il venait de dire. La vidéo se terminait sur un fondu au noir, et une phrase apparaissait en lettres blanches sur fond sombre. « Ce que vous venez de voir n'est pas une scène isolée. C'est un quotidien. Celui que personne ne voit, parce que personne ne regarde vraiment. » À Paris, les réactions ont commencé à arriver moins de 20 minutes après l'envoi. Lucie me relayait tout depuis son appartement du 11e. Les appels, les messages, les réactions sur les groupes de messagerie communs. La belle-mère d'Édouard avait appelé sa propre fille en pleurant. 2 amies communes avaient échangé des messages disant qu'elles ne savaient pas quoi penser. Un collègue avait répondu directement à l'email anonyme avec un seul mot. « Pardon. » Et Édouard. Édouard avait commencé à recevoir des appels auxquels il ne comprenait rien, des silences gênés au téléphone, des messages laissés sans réponse. Il ne savait pas encore pourquoi. Il ne savait pas encore ce que les autres avaient vu. Et cette ignorance, ce moment précis où il sentait que quelque chose se passait sans pouvoir mettre le doigt dessus, c'était la première fissure dans le mur de certitude qu'il avait construit autour de lui pendant toutes ces années. Le 2e jour, à 9 h du matin heure de Paris, Édouard s'est présenté au distributeur automatique de sa banque habituelle, boulevard Haussmann. Son carte a été refusée. Il a essayé une 2e fois. Refusée. Il a sorti une autre carte, celle du compte joint que nous avions ouvert ensemble au début de notre mariage. Refusée également. Il a appelé le service client de la banque, agacé, certain qu'il s'agissait d'une erreur technique. La conseillère au bout du fil avait une voix neutre et professionnelle. « Monsieur, la titulaire principale du compte, Madame Delphine Aubert, a effectué hier soir, à 22 h 40, un gel total de tous les accès secondaires. L'opération est conforme aux termes du contrat et ne peut être annulée que par la titulaire elle-même. » Édouard a répondu « C'est absurde, elle n'a pas le droit de... » Et la conseillère l'a interrompu doucement, mais fermement. « Elle en a parfaitement le droit, monsieur.
Le compte a toujours été enregistré à son nom. Votre accès était secondaire depuis l'ouverture du contrat. » Il a raccroché sans répondre. Pour la première fois depuis très longtemps, Édouard n'avait plus accès à l'argent. Pas une seule carte qui fonctionnait. Pas un seul compte accessible. Et ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Précise. Légale. Irréversible. Il a rappelé mon téléphone. Messagerie. Il a envoyé des messages. Sans réponse. Il a appelé Lucie. Lucie a décroché, a dit simplement « Je ne suis pas au courant de grand-chose, Édouard ». Ce qui était techniquement vrai, dans le sens où elle ne lui dirait rien, et a raccroché. Et pour la première fois, debout dans la rue du 8e arrondissement, avec son téléphone dans la main et ses cartes inutiles dans son portefeuille, Édouard a ressenti quelque chose qu'il ne connaissait pas bien. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus profond, de plus déstabilisant. L'impression que le sol sous ses pieds n'était plus aussi solide qu'il l'avait cru, et que la femme qu'il avait appelée dramatique, excessive, prévisible, n'était peut-être rien de tout ça. Le 3e jour a commencé comme les précédents, avec le silence de mon appartement à Montréal, le café chaud entre mes mains et la lumière froide du matin qui filtrait à travers les fenêtres donnant sur les érables du plateau Mont-Royal. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une tension particulière, comme celle qui précède un orage, ce moment où le ciel change de couleur et où on sait, avant même d'entendre le premier tonnerre, que quelque chose d'irréversible est sur le point de se produire. Ce matin-là, c'était le tour d'Édouard de perdre quelque chose qu'il croyait lui appartenir depuis toujours, mais qui ne lui avait jamais appartenu. À 9 heures précises, heure de Paris, Paul, mon directeur des ressources humaines depuis 7 ans, un homme d'une loyauté et d'une discrétion absolue, attendait Édouard dans la salle de réunion principale de l'entreprise. Édouard est arrivé avec 10 minutes de retard, comme à son habitude, le manteau encore sur les épaules, l'air de quelqu'un qui commence à comprendre que quelque chose ne va pas, mais qui refuse encore de l'admettre. Il a vu Paul debout, près de la table de conférence, une enveloppe devant lui, et il a souri de ce sourire légèrement condescendant qu'il réservait aux employés quand il voulait rappeler implicitement qui était le chef. « Paul, qu'est-ce qui se passe ?» Paul n'a pas souri. Il a désigné la chaise en face de lui et a dit simplement « Assieds-toi, s'il te plaît ». Ce simple « assieds-toi », sans le monsieur, sans la déférence habituelle, a suffi à faire comprendre à Édouard que quelque chose avait changé. Il s'est assis lentement, les yeux sur l'enveloppe. Paul a parlé d'une voix égale, sans émotion apparente, avec la précision de quelqu'un qui a répété ces mots plusieurs fois pour s'assurer de ne rien oublier. « J'ai reçu hier soir des instructions directes de la fondatrice et unique titulaire légale de cette entreprise. Ces instructions sont formelles, documentées et conformes à tous les statuts de la société. Voici ta lettre de licenciement, effective immédiatement. » Il a poussé l'enveloppe vers lui. Édouard ne l'a pas touchée. Il a regardé Paul pendant plusieurs secondes sans parler, comme s'il attendait que quelqu'un lui dise que c'était une plaisanterie. Personne n'a rien dit. « Tu rigoles ? Ce n'était pas une question. » Paul a répondu « non ». Édouard a continué. « Je suis directeur général de cette boîte depuis… » Et Paul l'a interrompu doucement, mais avec une fermeté que je lui avais toujours connue, mais qu'Édouard n'avait jamais pris la peine de remarquer. « Tu as occupé le titre de directeur général, mais tu n'as jamais été associé, jamais été actionnaire, jamais été signataire des statuts. L'entreprise a été fondée par Delphine avant votre rencontre. Elle t'en a donné les clés par confiance. Cette confiance est révoquée. » Silence. « Ton accès au système informatique a été désactivé ce matin à 8 heures. Ton badge ne fonctionnera plus à partir de ce soir. Je te demande de bien vouloir me le remettre maintenant. » Édouard a regardé le badge accroché à sa veste. Il l'a regardé comme si c'était la première fois qu'il le voyait vraiment. Et pour la première fois depuis le début de cette semaine, quelque chose a traversé son visage qui ressemblait à de la peur. Il est sorti de l'immeuble sans le badge, sans l'enveloppe qu'il avait laissée sur la table et sans un mot de plus. Dehors, sur le trottoir de la rue de Rivoli, il a sorti son téléphone et a composé mon numéro. Messagerie. Il a laissé un message cette fois d'une voix différente, moins assurée, moins arrogante, avec quelque chose de nouveau dedans,
quelque chose qui ressemblait pour la première fois à une vraie question. « Delphine, qu'est-ce que tu fais exactement? Rappelle-moi. S'il te plaît ?» S'il te plaît. 2 mots qu'il avait rarement prononcés dans notre direction en 15 ans étaient peut-être la chose la plus révélatrice qu'il ait jamais dite. Lucie me l'a retranscrit mot pour mot dans un message. Je l'ai lu, assise à la table de ma cuisine à Montréal, et je n'ai rien ressenti de particulier. Ni satisfaction, ni tristesse. Juste la confirmation froide que le plan fonctionnait exactement comme prévu. Le 4e jour a apporté quelque chose de différent, quelque chose de plus visible, de plus tangible, qui allait toucher non plus seulement Édouard, mais tout le cercle qui l'entourait. Ce matin-là, des enveloppes crème ont commencé à arriver par courrier recommandé dans les boîtes aux lettres de 53 personnes à Paris et en banlieue. Simultanément, les mêmes personnes recevaient un email avec le même contenu. Une carte sobre, élégante, sans fioritures. Papier épais, écriture sobre, un liseré doré discret sur les bords, et au centre, ces lignes. Rencontre d'éclaircissement. 5e jour, vendredi, 20h, salon privé, même adresse que la soirée du 15e anniversaire. Présence souhaitée, tenue décontractée, aucun cadeau, aucune question anticipée. D. A. Les réactions ont été immédiates et multiples. Lucie me les relayait en temps réel. Et je les lisais depuis Montréal, avec la concentration d'un chirurgien qui surveille les signes vitaux pendant une opération. Certains pensaient à une réconciliation, une mise en scène romantique, un geste théâtral de ma part pour sauver le mariage. D'autres, plus perspicaces, sentaient que quelque chose de plus grave se préparait. La belle-sœur d'Édouard, Mathilde, avait appelé Lucie directement. « Lucie, dis-moi la vérité. Est-ce que Delphine va bien? Est-ce qu'elle est en sécurité ?» Lucie avait répondu « Delphine n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. » Ce qui était la vérité absolue. Édouard, lui, avait appris l'existence du convite par un ami commun qui lui avait envoyé une photo de l'enveloppe. Il avait immédiatement appelé le salon privé pour annuler la réservation. La gérante de l'établissement, une femme posée et professionnelle que je connaissais depuis des années, lui avait répondu avec une politesse irréprochable et une fermeté totale. « Monsieur, la réservation est enregistrée au nom de Madame Aubert, réglée intégralement à l'avance et protégée par un contrat qui ne prévoit aucune clause d'annulation par un tiers. Il n'y a rien que je puisse faire de mon côté. » Il avait insisté. Elle avait répété la même phrase mot pour mot. Il avait raccroché. Et c'est là, à ce moment précis, debout dans l'appartement vide du 8e arrondissement, sans argent accessible, sans travail, sans réponse de ma part, avec un événement qu'il ne pouvait pas contrôler, qui se préparait dans 4 jours dans le salon même où il avait ri de moi devant tout le monde. C'est là qu'Édouard a commencé à vraiment comprendre. Pas tout, pas encore, mais suffisamment pour sentir que quelque chose de fondamental avait changé, que la femme qu'il avait appelée prévisible, dramatique, incapable, avait préparé quelque chose qu'il n'avait pas vu venir, et que cette fois, contrairement à toutes les autres fois, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Le 5e jour est arrivé comme tous les jours importants arrivent, sans bruit, sans annonce, avec cette lumière ordinaire du matin qui ne laisse rien deviner de ce qu'elle va éclairer avant la nuit. À Montréal, je me suis réveillée à 6h, bien avant l'alarme. Je suis restée immobile dans le noir pendant quelques minutes, les yeux au plafond, à écouter le silence de l'appartement. Dehors, la ville dormait encore. Les érables devant la fenêtre étaient immobiles. Et moi, j'étais parfaitement calme, d'un calme qui n'avait rien à voir avec l'indifférence, mais tout à voir avec la certitude absolue de quelqu'un qui a préparé chaque détail et qui sait que rien, désormais, ne peut dérailler. J'ai pris mon café lentement, assise près de la fenêtre. J'ai relu une dernière fois le texte que j'avais enregistré 3 jours auparavant dans ce même salon parisien, seul, en début d'après-midi, avec une seule caméra posée sur un trépied et la lumière naturelle qui entrait par les grandes baies vitrées. Je n'avais fait qu'une seule prise. Une seule. Parce que je n'avais pas besoin de répéter. Ces mots, je les portais depuis des années. Ils n'avaient pas besoin d'être appris.
Ils existaient déjà, gravés quelque part à l'intérieur, attendant simplement le moment où je serais prête à les dire à voix haute. Ce moment était arrivé. À Paris, le salon privé du 16e arrondissement avait été préparé dans la journée par une équipe que j'avais mandatée à distance via Lucie. Les tables de la fête avaient disparu. Les fleurs, le champagne, la décoration festive, tout avait été retiré. À la place, des chaises disposées en demi-cercle face à un écran blanc installé au centre de la salle. Pas de musique, pas de lumière d'ambiance, juste l'espace, nu et honnête, comme une salle de tribunal ou de confession, un endroit où les artifices ne servent plus à rien. Lucie avait supervisé tout cela depuis le matin, m'envoyant des photos à chaque étape. Quand elle m'a envoyé la dernière, la salle prête, les chaises vides, l'écran blanc qui attendait, j'ai fermé les yeux une seconde et j'ai pensé « c'est exactement ça ». Les invités ont commencé à arriver à partir de 19h30. Lucie me les décrivait par message et je lisais chacun depuis mon canapé à Montréal, une couverture sur les genoux, mon ordinateur ouvert devant moi. La belle-mère d'Édouard est arrivée la première, seule, l'air grave. Puis des amis communs, par paire, qui se regardaient sans savoir quoi se dire. Puis la sœur d'Édouard, Mathilde, qui s'est assise au premier rang et n'a pas bougé. Et enfin, à 20h-5, Édouard lui-même, tenue soignée, posture de façade, mais les yeux qui trahissaient ce que le reste de son corps tentait de cacher. Il a regardé partout en entrant. Il cherchait mon visage. Il ne l'a pas trouvé. À 20h précises, les lumières du salon se sont éteintes. Un silence total s'est installé. Le genre de silence que les salles ne connaissent que dans les moments où quelque chose d'important est sur le point de se produire. Puis, l'écran s'est allumé, et mon visage est apparu. J'étais assise sur une chaise au centre de ce même salon vide, vêtue du même vestido vert foncé que je portais la nuit du toast. Je regardais la caméra sans sourire, sans larmes, sans la moindre performance émotionnelle. Juste moi, telle que j'étais vraiment, peut-être pour la première fois devant ces gens qui croyaient en me connaître. J'ai laissé le silence durer quelques secondes avant de parler. Et quand j'ai parlé, ma voix était basse, posée et parfaitement audible dans chaque coin de la salle. Ce soir-là, vous avez ri. Je comprends. Il était convaincant, il l'a toujours été. Et moi, j'étais debout au milieu de vous, souriante sur la photo, invisible dans la réalité. Ce n'était pas la première fois, c'était simplement la dernière. Une pause. Je ne suis pas ici pour me défendre. Je n'ai plus rien à défendre. Je suis ici parce que certaines vérités méritent d'être dites à voix haute, dans le même endroit, devant les mêmes personnes, avec la même lumière. L'écran a changé. Les images de la fête sont apparues, le toast, les rires, les visages ouverts et joyeux, et entre eux, en silence, moi. Les images alternaient entre les rires de la salle et les gros plans sur mon visage immobile. Dans le salon, personne ne bougeait. Puis le deuxième segment a commencé. Les vidéos, pas celles du premier email. Celles-là, les invités les connaissaient déjà. Ces vidéos-là étaient nouvelles, plus longues, plus précises, plus difficiles à regarder. La première montrait un repas de famille où Édouard, croyant parler à voix basse à son frère, avait dit en désignant mon assiette « Regarde comme elle mange ». Je comprends maintenant pourquoi les vêtements ne lui vont plus. Son frère avait ri nerveusement. Moi, j'étais en train de servir les autres sans entendre. La caméra du téléphone d'un neveu, posée en hauteur pour filmer la tablée, avait tout capté. Dans le salon, quelqu'un a laissé échapper un souffle. Mathilde a baissé la tête. La deuxième vidéo était encore plus difficile. Une conversation captée lors d'un voyage à Nice, Édouard au téléphone sur la terrasse de l'hôtel, croyant que j'étais sous la douche, ignorant que la fenêtre était entr'ouverte et que mon téléphone, posé sur la table extérieure par inadvertance, enregistrait. Sa voix, claire et décontractée, « Non, elle ne sait rien, elle ne saura jamais rien, elle fait confiance à tout le monde, c'est son problème, c'est pratique d'ailleurs. » Une voix féminine au bout du fil riait. Il continuait. « Écoute, ma femme est comme un meuble dans ma vie, utile, présent, mais on ne lui demande pas son avis. » Nouveau rire. Dans le salon parisien, le silence était devenu quelque chose de presque physique, une matière dense,
pesante, qui occupait l'espace entre chaque chaise. Ma voix est revenue sur l'écran, par-dessus les images. Je n'ai pas gardé ces vidéos pour me venger. Je les ai gardées parce que pendant des années, quand j'essayais de parler, on me disait que j'exagérais, que j'étais sensible, que je dramatisais. Ces images ne dramatisent rien. Elles montrent simplement ce qui était. Nouvelle pause. Ce qui suit, en revanche, n'est pas une question de sentiment. C'est une question de fait. L'écran a changé une dernière fois. Des documents sont apparus. Extraits bancaires, virements, contrats avec des prestataires fictifs, factures gonflées, transferts vers des comptes tiers. Des chiffres, des dates, des noms. 3 ans de détournement méthodique et discret, documenté avec une précision comptable irréfutable. Ma voix, toujours la même, sans trembler. Pendant 3 ans, en utilisant l'accès que je lui avais accordé par confiance, il a détourné 142 000 € de l'entreprise que j'ai fondée seule, avant même de le connaître. Ces documents ont été remis à mon avocat et aux autorités compétentes il y a 48 heures. La procédure est en cours. Dans la salle, la belle-mère d'Édouard s'est levée lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus bien. Édouard, lui, était immobile, le visage blanc, les mains le long du corps, les yeux fixés sur l'écran, avec l'expression de quelqu'un qui regarde sa propre vie s'effondrer en temps réel et qui n'a plus aucun mot pour l'arrêter. L'écran ne s'est pas éteint tout de suite après les documents. Il y a eu une pause, 3 secondes, peut-être 4, pendant lesquelles la salle est restée suspendue dans un silence si dense qu'on aurait pu entendre battre les cœurs. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Même les respirations semblaient retenues, comme si chacun avait peur que le moindre bruit brise quelque chose de fragile et d'irréparable. Et puis ma voix est revenue. Plus douce cette fois, pas tendre, différente. La voix de quelqu'un qui a terminé de porter un poids et qui parle maintenant les mains libres. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Pas des documents, pas des preuves, juste moi, là où je suis maintenant. L'image a changé une dernière fois. Et ce que les 50 personnes assises dans ce salon parisien ont vu sur l'écran les a toutes prises par surprise. Non pas à cause d'une révélation supplémentaire, non pas à cause d'une nouvelle preuve accablante, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Elles m'ont vue heureuse. L'image montrait une rue de Montréal, sous une lumière de fin d'après-midi. Ces lumières dorées et légèrement rosées que j'avais appris à aimer en quelques jours seulement, comme si la ville avait décidé de m'accueillir avec sa meilleure lumière. Je marchais sur le trottoir du plateau Mont-Royal, un café dans la main, le manteau légèrement ouvert malgré la fraîcheur, les cheveux libres sur les épaules. La caméra, tenue par Lucie qui m'avait rejointe la veille par surprise, sans que je lui ai demandé, parce que c'est le genre de sœur qu'elle était, me suivait à distance, capturant quelque chose que je n'avais pas conscience de montrer. Une légèreté. Une légèreté dans la démarche, dans les épaules, dans la façon dont je regardais autour de moi, comme quelqu'un qui découvre un endroit pour la première fois et qui se rend compte, avec une surprise douce et tranquille, qu'il lui ressemble. Ma voix en fond sonore sur ces images. Voici où je suis maintenant. Voici ce que ça fait de partir. Pause. Je ne vous demande pas de me plaindre. Je ne vous demande pas de le condamner à voix haute. Je vous demande simplement de regarder et de vous souvenir. L'image s'est arrêtée sur un plan fixe. Moi, de dos, regardant le fleuve Saint-Laurent depuis le belvédère du Mont-Royal, la ville de Montréal étalée sous un ciel immense et dégagé. Et ma voix a continué, lentement, avec la précision de quelqu'un qui a choisi chaque mot depuis longtemps. L'entreprise sera vendue. Les actifs seront liquidés conformément à la loi. Il n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Les documents remis aux autorités garantissent cela juridiquement. Je ne fais pas ça pour récupérer de l'argent. Je fais ça parce que cette entreprise a été construite avec mes mains, mes nuits, mes sacrifices, avant même qu'il entre dans ma vie. Elle ne lui a jamais appartenu. Comme moi, d'ailleurs, je ne lui ai jamais appartenu, même s'il a passé 15 ans à agir comme si c'était le cas. Nouvelle pause. Dans le salon, Mathilde pleurait silencieusement, la tête baissée, les mains croisées sur les genoux. La belle-mère d'Édouard regardait l'écran sans bouger, le visage traversé par quelque chose qui ressemblait à de la honte. Pas pour moi, mais pour elle-même, pour tous ces dîners où elle avait ri sans comprendre ce qu'elle cautionnait.
Le billet que j'ai laissé sur l'oreiller disait « L'hippopotame a appris à voler ». Un souffle de quelque chose, pas tout à fait un rire, pas tout à fait une larme, a parcouru la salle. Il n'a pas compris. C'est normal. Il n'a jamais vraiment regardé. Mais vous comprenez maintenant. Les hippopotames ne volent pas. Mais les femmes qu'on appelle hippopotames devant 50 personnes, elles font leurs valises, elles traversent l'Atlantique et elles commencent une nouvelle vie dans une ville qui ne les a jamais humiliées. Pause longue. Ce n'est pas voler, c'est partir. Et parfois, partir est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. L'image a tenu encore quelques secondes, ce plan fixe sur mon dos, face au fleuve, face à l'horizon ouvert, et puis l'écran est devenu noir. Pas brusquement, lentement, comme une lumière qu'on baisse doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et dans ce noir, une dernière phrase est apparue, en lettres blanches, petites, centrée sur l'écran. Une phrase que j'avais écrite en dernier, après tout le reste, parce que c'était la seule phrase qui contenait vraiment tout ce que je voulais dire et que je n'avais jamais eu les mots pour formuler avant ce moment. Certaines personnes ne perdent pas un mariage. Elles perdent le droit d'être aimées par quelqu'un qui a tout supporté en silence. L'écran est resté noir. Les lumières du salon se sont rallumées lentement. Et la réalité de la salle est revenue. Les chaises, les visages, l'air immobile, les 50 personnes qui se regardaient sans savoir quoi se dire. Je n'étais pas là. Je n'avais jamais été là ce soir. Et c'est précisément cette absence, cette présence si forte construite entièrement à distance, sans un seul mot prononcé en direct, sans un seul geste en temps réel, qui rendait tout cela si définitif, si impossible à contester, si impossible à minimiser. Édouard n'avait pas bougé. Il était toujours debout, au fond de la salle, à l'endroit exact où il s'était arrêté en entrant, quand il cherchait mon visage parmi les invités. Ses mains pendaient le long de son corps. Son regard était fixé sur l'écran noir, ce rectangle sombre et silencieux qui avait contenu, pendant moins d'une heure, l'intégralité de ce qu'il avait fait et de ce qu'il était vraiment. Autour de lui, les gens se levaient doucement. Certains s'embrassaient sans parler. D'autres prenaient leurs affaires en silence et se dirigeaient vers la sortie les yeux baissés. Personne ne s'est approché de lui. Pas un ami, pas un collègue. Pas même sa sœur Mathilde, qui est passée près de lui sans le regarder, s'est arrêtée une seconde, une seule, et a continué vers la porte. La dernière personne à quitter la salle a éteint la lumière en partant. Et Édouard s'est retrouvé seul dans le noir, dans ce salon vide qui, 5 jours auparavant, résonnait encore de ses rires et de ses toasts et de sa voix au microphone. Le même endroit, le même homme. Mais tout avait changé autour de lui avec une précision et une méthode qu'il n'avait jamais cru possible de la part de la femme qu'il avait appelée, devant ces mêmes personnes, un hippopotame. Et dans ce silence absolu, ce silence qu'il avait lui-même fabriqué pendant 15 ans et qu'il avait remis, sans le savoir, entre les mains de quelqu'un qui avait appris à s'en servir, il a compris. Pas partiellement, pas encore à moitié, complètement. Il a compris que ce n'était pas une crise, ce n'était pas un caprice, ce n'était pas du drame, c'était un plan. Froid, lucide, définitif. Exécuté par une femme de 54 ans qui avait attendu le bon moment avec la patience de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle vaut et qui a décidé, une nuit de novembre parisienne, qu'il était temps que les autres le sachent aussi. À Montréal, il était 14 heures quand Lucie m'a envoyé le dernier message. 3 mots seulement. C'est terminé, Delphine. J'étais assise à la table de la cuisine, les 2 mains autour d'une tasse de thé refroidi, regardant par la fenêtre les érables du plateau Mont-Royal qui se balançaient doucement dans le vent. J'ai lu ces 3 mots. Je les ai relus. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus, pas immédiatement. J'ai juste respiré, profondément. Ce genre de respiration qu'on fait quand on pose enfin quelque chose de très lourd qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié le poids exact de la chose, et qu'on réalise, seulement après l'avoir posée, à quel point elle pesait vraiment. Les jours qui ont suivi ont eu la texture particulière des débuts, fragile, légèrement irréelle, avec cette lumière un peu différente que prennent les choses quand on les regarde pour la première fois, avec des yeux qui n'ont plus peur.
Je me réveillais le matin sans cette contracture dans la poitrine qui m'avait accompagnée pendant des années. Ce pressentiment permanent que quelque chose d'humiliant allait arriver dans la journée, que j'allais dire quelque chose de travers, que je n'allais pas être suffisamment bien, suffisamment mince, suffisamment silencieuse. Ce poids-là avait disparu, et son absence était presque troublante, comme quand on retire un bandage qu'on portait depuis si longtemps qu'on ne savait plus ce qu'il y avait en dessous. À Paris, les conséquences se déployaient avec la précision mécanique d'un engrenage qu'on a mis en mouvement et qu'on ne peut plus arrêter. Maître Vernet, mon avocat, gérait tout depuis son cabinet du 6e arrondissement avec cette efficacité tranquille qui m'avait toujours rassuré. La procédure pour détournement de fonds était officiellement ouverte. Les documents remis aux autorités étaient irréfutables. 3 ans de virements, de fausses factures, de prestataires fictifs, documentés avec une minutie comptable qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Édouard avait consulté un avocat. Son avocat lui avait dit ce que tout avocat honnête dit dans ces situations, que les preuves étaient accablantes et que la marge de manœuvre était étroite, très étroite. Lucie me racontait les échos qui lui parvenaient depuis le cercle commun. La belle-mère d'Édouard avait appelé ma mère pour lui présenter des excuses. De vraies excuses, longues, difficiles, le genre d'excuses que les gens font quand ils ont vraiment honte et qu'ils ne cherchent pas à se justifier. Ma mère l'avait écouté sans l'interrompre, avait dit merci et avait raccroché. Mathilde, la sœur d'Édouard, avait envoyé un message à Lucie. Pas pour défendre son frère, pas pour demander des comptes, juste pour dire « dis-lui que je comprends » et que je suis désolée d'avoir ri ce soir-là. Ce message, Lucie me l'a transmis mot pour mot. Je l'ai lu plusieurs fois, et c'est ce message-là, plus que tout le reste, qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus complexe. Ce sentiment étrange et doux qu'on éprouve quand on réalise qu'on n'était pas aussi invisible qu'on le croyait. Les amis communs s'étaient dispersés naturellement, sans drame, sans prise de position publique. Certains avaient envoyé des messages, à moi, via Lucie, puisque mon téléphone restait silencieux pour tout ce qui venait du passé. Des messages courts, maladroits, sincères. Je ne savais pas. Je n'avais pas compris. Je regrette de n'avoir rien dit. Je lisais chacun. Je ne répondais pas. Pas parce que je leur en voulais, mais parce que je n'avais plus d'énergie à consacrer à des explications. Mon énergie appartenait désormais à autre chose, à quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus mien. La vente de l'entreprise a été officialisée 6 semaines plus tard. Un groupe canadien spécialisé dans l'événementiel de luxe avait présenté une offre sérieuse dès la 2e semaine. Ils avaient suivi l'affaire depuis Montréal, alertés par un article discret dans une revue professionnelle française. Et ils voulaient racheter non seulement les actifs, mais aussi le nom, la réputation, le carnet d'adresses. Maître Vernet avait négocié avec la rigueur et la précision que je lui connaissais. Le montant final de la transaction était au-delà de ce que j'avais espéré. Édouard n'avait droit à rien. Les statuts de la société, le contrat de mariage signé sous le régime de la séparation de biens, et les preuves de détournement rendaient toute prétention de sa part juridiquement intenable. Son propre avocat le lui avait confirmé par écrit. Un matin, plusieurs semaines après mon arrivée à Montréal, je suis sortie marcher seule dans le quartier. Il faisait froid. Ce froid sec et clair du Canada qui n'a rien à voir avec l'humidité froide de Paris en hiver, un froid qui pique les joues et rend l'air légèrement lumineux, comme si la lumière se réfléchissait sur chaque particule gelée. Je marchais sans destination précise, les mains dans les poches, regardant les façades colorées des maisons du plateau, les escaliers extérieurs métalliques couverts d'une fine couche de glace, les vitrines des petits commerces qui commençaient à ouvrir pour la journée. Et à un moment, devant la vitrine d'une boulangerie qui sentait le pain chaud et la cannelle, je me suis arrêtée. Je me suis regardée dans le reflet de la vitre. Cette femme de 54 ans, cheveux libres, manteau sombre, joues rouges de froid. Et j'ai souri. Pas pour quelqu'un. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste parce que j'en avais envie. Juste parce que je pouvais. C'est ça, la liberté. Pas un grand geste, pas une déclaration. Pas un moment cinématographique avec une musique en fond sonore. C'est sourire devant une vitrine de boulangerie à 6 heures du matin dans une ville étrangère qui commence doucement à ressembler à chez soi. C'est sentir le froid sur ses joues
et trouver ça beau. C'est se réveiller le matin sans avoir peur de la journée qui commence. C'est être simplement, sans avoir à se justifier, sans avoir à se rapetisser, sans avoir à porter le regard de quelqu'un qui vous a regardé pendant 15 ans, comme si vous étiez moins que ce que vous étiez. À Paris, Édouard vivait désormais dans un appartement plus petit, dans le 15e arrondissement. L'appartement du 8e avait été vendu, les fonds bloqués dans le cadre de la procédure judiciaire. Il avait trouvé un poste dans une petite agence de communication, un titre modeste, un salaire ordinaire. Les gens qui l'avaient connu comme directeur général d'une entreprise florissante le croisaient parfois dans la rue et ne savaient pas quoi lui dire. Il ne faisait plus de toast. Il ne prenait plus le microphone dans les soirées. Il vivait dans ce silence qu'il avait lui-même fabriqué et distribué pendant toutes ces années et qui lui était maintenant rendu intégralement, sans possibilité de le rendre à quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais là, à Montréal, devant cette vitrine, avec mon café, mon manteau, mes joues rouges et ce sourire que personne ne m'avait demandé de faire. J'avais 54 ans. J'avais traversé l'Atlantique avec 2 valises et un plan préparé en 18 jours. J'avais démonté méthodiquement, en 5 étapes, la vie d'un homme qui avait cru pendant 15 ans qu'il était intouchable. Et j'avais reconstruit, dans le même mouvement, quelque chose de beaucoup plus précieux. La certitude tranquille et définitive que ma vie m'appartenait. Qu'elle m'avait toujours appartenu. Et que personne, jamais plus, ne m'appellerait hippopotame devant 50 personnes, parce que je n'aurais plus jamais 50 personnes autour de moi qui ne méritaient de pas d'y être. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas une histoire de victoire. C'est une histoire de femme qui a attendu le bon moment, qui a préparé le bon plan et qui a eu le courage de partir, vraiment partir, quand le moment est arrivé. Et si vous écoutez ceci depuis votre voiture, votre cuisine, vos écouteurs dans le métro, et que quelque chose dans cette histoire vous a touché, alors vous savez déjà ce que vous avez besoin de savoir. Certains silences ne sont pas de la faiblesse. Ils sont de la préparation. Et certains départs ne sont pas des fuites. Ils sont des arrivées.